Bon, eh ben je démarre. C'est parti. Bonjour à tous, bonsoir. Merci d'avoir été aussi nombreux à répondre présent à ce premier webinaire organisé par Habilis Développement. Je suis Justine De Bruyne, responsable de la structure Habilis, qui est l'organisme de formation continue qui a été créé par l'IFM 3R il y a 3 ans. Si vous êtes là ce soir, c'est certainement que vous avez eu l'information via notre page Facebook. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire parce que c'est sur cette page qu'on mettra les informations concernant le replay et les autres webinaires qu'on organisera certainement. Et aujourd'hui, on va donc parler de raisonnement clinique et donc comment utiliser la science dans son raisonnement et dans sa pratique. Et c'est donc une conférence d'à peu près 1h30 qui va être proposée par François Angéliome et Romain Articot, à qui je vais tout de suite laisser la parole. Je vous souhaite une bonne conférence. Je vais couper ma caméra. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Justine. Bonjour, ça Ça marche. marche, merci beaucoup, merci pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. On est très heureux avec Romain de vous accueillir sur ce webinaire consacré au raisonnement clinique. On va se présenter un tout petit peu, puis vous présenter un petit peu les objectifs de la, de la session, qui va durer à peu près 1h30, en espérant que ça vous plaise et que vous puissiez en tirer quelque chose pour la suite. Juste un petit point que l'on partage avec Romain. Donc, on a un conflit d'intérêts et je vous expose ça parce que ça va donner quelques petites conséquences derrière. On est tous les deux formateurs. On fait une formation sur le raisonnement clinique, notamment chez Habilis Développement. Du coup, ce que vous allez voir dans le prédit, donc dans le support que l'on va vous présenter, est une partie du cours. Évidemment, ce prédit n'est pas téléchargeable et il n'est pas à votre disposition pour l'instant puisque on souhaite vous faire passer quelques informations et ces informations font partie d'un cours complet que l'on fait normalement sur 2 jours. Donc voilà, donc on vous propose une introduction au raisonnement clinique tel que l'on l'a développé avec Romain et on espère que ça va vous convenir. Je vais présenter Romain et puis Romain va me présenter. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire. Donc vous voyez Romain Articot qui est kinésithérapeute, enseignant-chercheur, qui est doctorant, en PhD, il a un doctorat en sciences. Et puis il fait de l'hospitalier en gériatrie et également de la thérapie manuelle puisqu'il est certifié du concept Maitland et il travaille avec des sportifs de haut niveau, notamment en BMX. Voilà, donc enseignant, formateur, chercheur. Il a plusieurs casquettes et notamment sur le raisonnement clinique qui lui a valu notamment d'écrire dans sa thèse quelques petits paragraphes dessus. Voilà, Romain, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est bon. Yes, alors je vais vous présenter donc François. François, c'est donc un clinicien et un formateur en IFMK, en formation initiale, mais aussi en formation continue, avec des formations, une spécialité en neurodynamique et raisonnement clinique. C'est quelqu'un qui est également certifié en TMO et qui vise le Fellow IFOMT. Il est également ostéopathe DO. Il a axé principalement sa pratique autour du musculo-squelettique et à l'heure actuelle, il ne voit quasiment plus que ça il a une préférence pour le musculo-squelettique avec des composantes nociceptives, qu'elles soient mécaniques ou neurogènes. Enfin voilà, on va le voir après. Super. Bon alors, merci pour la présentation. Donc, comment ça va se dérouler? Je vais partager mon écran pour vous montrer le prédit, qui est le support de cette conférence. Et vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat qui se trouve à gauche, là où tout le monde a dit bonjour. On va essayer de sélectionner les questions le plus rapidement possible dans l'ordre pour essayer de répondre à tout le monde. Et puis de toute façon, on se gardera, je pense, Romain, un petit moment à la fin pour répondre aux dernières questions, s'il y en a. Voilà, alors globalement, l'objectif de cette webconférence, eh bien, c'est d'expliquer le raisonnement clinique. Et on a un objectif qui est un petit peu différent peut-être de certains ouvrages ou de certains autres auteurs euh, qui décrivent le raisonnement clinique.
Romain et moi, nous cherchons plutôt à le rendre concret, l'expliquer sous une vision un petit peu différente, qu'on va essayer de vous expliquer pendant cette heure et demie. Donc les questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le raisonnement qu'on appelle bayésien? Romain va vous en parler, le raisonnement bayésien a priori. Comment est-ce que cela peut être utilisé en pratique? Nous allons parler aussi de la place des catégories d'hypothèses dans la consultation avec un patient en clinique. Et puis le mur de briques avec sa partie symptomatique et sa partie théorique. Et Romain et moi allons vous expliquer tout ça. Voilà, en espérant que ça vous plaise. Donc je partage mon écran, je vous montre tout de suite le Prezi qui va servir donc de support pour que Romain commence la conférence. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit bien. Romain, si tu es OK, c'est bon pour moi. Oui. Alors, je vais juste faire apparaître le chat pour pouvoir essayer d'interagir. S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre à l'oral. Est-ce que tu peux revenir en arrière, François? Alors, tu peux appuyer aussi sur les flèches de ton clavier, hein. Alors, on doit vous dire d'abord qu'on a eu un petit problème technique. Normalement, j'étais censé présenter le Prezi depuis mon partage d'écran, mais mon ordinateur ne fonctionne pas bien là-dessus. Donc, c'est François qui le présente depuis son ordinateur et on va interagir tous les deux dessus. Mais donc, vous inquiétez pas si vous m'entendez régulièrement demander d'avancer les diapos. Un grand merci à Joseph Verrier. Je crois qu'il est sur le chat pour les designs de ce Prezi et plein d'autres choses qui nous ont beaucoup aidé à confectionner ce support. On va directement attaquer, François, tu peux avancer, on va directement attaquer avec la notion de bayésianisme, essayer de rentrer dedans directement, voilà, on y va brutalement. Et on va commencer avec l'idée de ce petit texte. Vous avez un patient qui est devant vous, qui vient vous voir un peu affolé parce que il rentre d'une consultation avec un médecin généraliste qui lui a fait une batterie de tests et dans laquelle il y avait un test pour un cancer extrêmement rare. Le médecin l'a convoqué pour lui annoncer la mauvaise nouvelle parce que ce test était positif. Et il lui dit pas de chance parce que ce cancer ne touche normalement que 0,1% de la population. Alors, est-ce que le patient se demande si le test est fiable? Là, tout de suite, le médecin lui répond bah, écoutez, si vous avez le cancer, le test sera positif 90% des cas, alors que si vous ne l'aviez pas, il serait négatif dans 97% des cas. Et là, bah, le patient lui demande bah, oui, ok, d'accord, mais bon, moi, il m'a dit ça, et vous, vous êtes en face de lui, il vous dit mais quel est moi, qu'est-ce que j'en fais? Quel est mon pourcentage de chance d'avoir le cancer? Il n'a pas eu l'occasion de discuter plus longtemps que ça avec le médecin s'est arrêté là. Et la question, c'est qu'est-ce que vous lui dites? Et puis, c'est une question, en fait, autour d'une petite histoire, mais elle résume pas mal la compréhension d'un test, en fait, d'un résultat d'un test. Alors, je vous laisse réfléchir 5 secondes, à savoir, qu'est-ce que vous lui dites sur la probabilité qu'il ait le cancer, ce patient? Il vous demande, mais est-ce que j'ai le cancer? Et est-ce que j'ai à combien de pourcents de chance? Quelle est la probabilité que j'ai ce cancer? Quelle est la probabilité que cette hypothèse cancer soit vraie? François, je vais te laisser avancer du coup. Et voilà. Et là, en fait, avec un simple schéma, déjà, on va comprendre que ce que lui a dit le médecin en lui disant, bah, si vous avez le cancer, ça sera positif 90%, et si vous ne l'avez pas, ça sera positif 97% du temps, tout de suite, on va se rendre compte que ça correspond à des notions de sensibilité, spécificité, ce qu'on appelle des notions de clinimétrie, de métrologie, qui sont intrinsèques au test. En bayésianisme, on les appellera aussi des vraisemblances. Et tout de suite, je vous amène à jeter votre regard vers le bas de la diapositive où on voit que sensibilité 90%, qu'est-ce que ça veut dire en écriture de probabilité conditionnelle? Ça veut dire quelle est la probabilité que le test soit positif, la petite barre veut dire sachant que j'ai le cancer. Et ça, c'est bien égal à 90%. C'est l'écriture.
la sensibilité, c'est ça, c'est quelle est la probabilité que le test soit positif, sachant que j'ai le cancer. Et la spécificité, c'est quelle est la probabilité que le test soit négatif, sachant que je n'ai pas le cancer. Et ça s'écrit comme ça. D'accord? Mais ces notions de vraisemblance sont fondamentales, on y reviendra. C'est quasiment philosophique et on n'a pas le temps de creuser là en 1 heure et demie la philosophie du bayésianisme. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle est la probabilité que j'observe une donnée positive dans un monde où l'hypothèse que je cherche à démontrer, dont je cherche à connaître la probabilité, est vérifiée. Quelle est la probabilité que le test soit positif dans un monde où le patient aurait bien le cancer? Alors ça, c'est très très bien pour le chercheur. C'est ce qu'on appelle des données métrologiques intrinsèques au test. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout intéressant pour le clinicien qui, lui, lorsqu'il est face au patient, n'est pas du tout dans le cas où il peut dire, sachant que l'hypothèse est vérifiée. On ne sait pas si l'hypothèse est vérifiée, puisqu'on est face à un patient et on cherche à démontrer l'hypothèse. Et donc, en fait, la formule de Bayes, qui est écrite juste à droite, elle renverse exactement les choses et elle nous met dans la peau du clinicien. Et regardez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit quelle est la probabilité que j'ai le cancer, sachant cette fois-ci que le test est positif. Et là, ça renverse complètement la donne. Seulement, cette probabilité-là, regardez à quoi elle est égale. Elle est égale à la probabilité d'avoir le cancer, comme ça, spontanément. Vous allez vite voir dans cette idée-là que ici, ça correspondait à la prévalence. C'est-à-dire, ça correspondait au pourcentage de chances d'avoir le cancer dans la population, a priori. En bayésianisme, on va appeler ça un a priori. Et c'est pas du tout négatif comme avoir un a priori dans la vie. Au contraire, c'est même plutôt positif. Et on voit bien que c'est pondéré, c'est multiplié, cet a priori, par la probabilité d'avoir le test positif, sachant que le cancer est bien vérifié, l'hypothèse cancer est bien vérifiée. Donc c'est bien un a priori fois la fameuse vraisemblance. Donc, je reprends, un a priori fois ici, comme le test est positif, fois la sensibilité. L'ensemble au dénominateur, je ne vais pas trop en parler, on n'a pas trop le temps, mais c'est une variable de pondération qui là, va pas être fondamentale. Je vous laisse regarder le schéma juste au-dessus. Eh bien, on voit que, comme la prévalence, elle est infime, 0,1%, d'accord? Eh bien, ça fait que si on prend 10 000 personnes et qu'on prend 0,1% de ces 10 000 personnes, ça nous donne 10 malades, et qu'on applique, comme on est sachant malade, du côté des malades, qu'on applique cette variable métrologique de sensibilité, on tombe sur, si on fait le test à ces 10 malades, 9 positifs et 1 négatif. On aura donc cette proportion-là qui nous sera donnée. Si on va à l'inverse du côté des patients sains, c'est le reste de la population, donc ça nous fait 9 990 patients sains, on se rend compte qu'on aura, puisque la spécificité, cette fois-ci on s'intéresse à la spécificité puisqu'on est sur les patients sains, comme elle est de 97%, on aura 9 690 patients négatifs et 300 patients qui seraient positifs. Ça serait des faux positifs en fait. Hein, c'est bien la notion de faux positif, elle est complètement exprimée là. Et on a 300 faux positifs, sachant qu'on a 97% de spécificité. Et si on regarde bien, ça nous donne un résultat assez bluffant, qui est que 97,1% des patients testés positifs sont en fait des patients qui n'ont pas le cancer dans ce cas-là. Donc le patient, en fait, il faut lui répondre, eh bien écoutez, monsieur, vous avez moins de 3% de chances d'avoir le cancer ici. Pourquoi? Et c'est bien ça qui va être intéressant. Parce que il y avait un a priori au départ que l'hypothèse soit positive extrêmement faible. 0,1%, c'était extrêmement faible. Un patient pour 1000, c'était extrêmement faible. Et donc, même si un test avec une vraisemblance, c'est-à-dire des données métrologiques intrinsèques fortes, était positive, bah finalement, il ne vaut rien parce que la probabilité, la crédence de l'hypothèse, sachant les données positives, sachant les données de test positifs, dépend de cet a priori autant que de la vraisemblance positive du test. Et ça nous interroge beaucoup. François, je veux bien te laisser avancer. Ouais.
Juste un petit mot, ce que vous venez d'entendre de la part de Romain, c'est novateur dans le sens où, pour le clinicien que nous sommes, la plupart, nous sommes des cliniciens avant tout, euh, effectivement, on recherche la probabilité d'avoir le problème, d'avoir la maladie, entre guillemets, sachant qu'un test sera positif. D'accord? Et si on prend un petit peu de distance par rapport à la formule mathématique de Bayes que vous voyez en bas à droite, effectivement, cet a priori dont vient de vous parler Romain est excessivement important et à prendre en compte. Pendant longtemps, on a pensé que l'a priori et l'incertitude en clinique avaient peu de poids et qu'il fallait s'en détacher. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous expliquer, c'est qu'effectivement, on ne peut faire qu'avec. Et nous avons cette formule de Bayes et ce bayésianisme, hein, c'est de là que vient ce terme-là, qui nous permet de justifier, là par les mathématiques, mais vous avez bien compris l'explication, je pense, pourquoi est-ce que l'a priori est d'une importance majeure. Je vous laisse enchaîner, Romain. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Oui, alors je vous préviens, en fait, je voulais répondre aux questions dans le chat en même temps, avoir un œil sur le chat, mais je ne le vois pas, donc on va voir. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne posez pas de questions, mais je ne le. Mais voilà, Il y aura un temps de questions de toute façon. Ok, ça marche, très bien. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si un patient arrive avec une douleur au genou euh, dans votre cabinet, et que là, parce que parce que parce qu'il y a pas de raison d'ailleurs, vous vous mettez à faire un Lachman. Un Lachman, je rappelle que le Lachman a un ratio de vraisemblance positive. J'ai pas le temps de revenir sur la différence entre les notions de clinimétrie intrinsèque à un test, qui sont la sensibilité et la spécificité, et les notions de ratio de vraisemblance, qui sont justement des notions beaucoup plus bayésiennes. Mais vous allez voir comment on l'applique. Et vous lui faites donc un Lachman qui est un de nos meilleurs tests cliniques, un ratio de vraisemblance positif à 14. C'est beaucoup mieux que la plupart de nos tests, il ne faut pas se voiler la face, qui tournent autour de 3 hein, en ratio de vraisemblance. Quelle conclusion vous pouvez en tirer? Et François, je te laisse appuyer. Eh bien, rien du tout. Rien du tout, parce que finalement, regardez, on sait que quelqu'un qui a mal au genou, la probabilité qu'il ait le ligament croisé de base, comme ça dans la population, on pourrait appeler ça la prévalence, qu'il ait le ligament croisé cassé, est de 5%. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, excusez-moi, que le Lachman est un test de diagnostic de rupture, enfin de diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur. Donc la probabilité a priori est de 5%. Je vais passer par, vous voyez, le nomogramme de Fagan qui est devant vous, d'accord, qui est la représentation graphique, merci François, qui est la représentation graphique de la formule de Bayes. En fait, on a à gauche la probabilité pré-test, donc je pars de 5% parce que la prévalence dans la population française pour quelqu'un qui a mal au genou, c'est de 5%. Et je vais passer par ce fameux ratio de vraisemblance qui ici est de 14, et je vais tirer une droite pour m'emmener à la probabilité, une fois que le test est positif, la probabilité post-test. Et sur quoi je tombe? Regardez, ça m'a toujours fait rire, je tombe sur quelque chose d'inférieur à 50%. Ça veut dire que la probabilité que mon patient ait le ligament croisé cassé, alors que je lui ai fait un test excellent et qu'il est positif, eh ben, elle est inférieure à 50%. Ça veut dire que autant jeter une pièce de monnaie. Donc, je te laisse appuyer François. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre objectif, c'est l'erreur qu'aurait fait ce kinésithérapeute-là, c'est l'erreur qu'a fait le médecin généraliste. L'objectif, c'est de faire varier les a priori. Notre premier objectif, c'est de se construire un a priori solide, solide par une anamnèse, par d'autres examens physiques, par une catégorisation, par des séries d'inductions répétitives, hiérarchiques. On va le voir après. On va vous proposer des façons de faire varier vos a priori et de pouvoir le justifier. Parce que vous voyez bien que si je pars cette fois-ci d'une probabilité, par exemple François, ne serait-ce que de 40%, et que je trace une droite approximativement en passant par le même ratio de vraisemblance, où est-ce que je tombe? Boum, tout de suite 90%. Et un patient, on va le voir tout de suite après, je vais le présenter rapidement, mais un patient qui rentrerait du ski, qui aurait
qui aurait eu un traumatisme en rotation, varus, qui aurait entendu un crack, qui aurait une sensation d'instabilité, et qui nous dit qu'en plus, il a eu un hématome et je sais pas, et un œdème. Mais là, tout de suite, la probabilité a priori, parce qu'on a posé les bonnes questions, n'est plus du tout la même. Ok, on va pouvoir avancer. Et vous constatez donc que l'objectif, Romain vient de le dire, c'est de faire varier cette droite-là, qui est sur la gauche du schéma pour le coup, de faire varier ces a priori. La question qu'on nous pose souvent, c'est de savoir comment quantifier cette probabilité pré-test. Alors, l'idée n'est pas de donner un chiffre, là effectivement c'est un graphique, donc c'est pour illustrer un peu les propos, mais l'objectif est de faire varier la possibilité de se dire il y a plus d'a priori pour que mon patient se situe dans une échelle entre 60 et 70% qu'il ait ce problème a priori. Ça reste une incertitude, mais vous allez voir par la suite comment est-ce qu'on peut essayer de diminuer cette incertitude. Et plus vous augmentez votre a priori, plus la réalisation de votre test aura une réponse plutôt forte. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. d'Antoine. Pardon. Une question d'Antoine Froin qui pose la question. Ces probabilités sont-elles modifiées si l'on multiplie les tests? Effectivement, je l'ai vu, ouais. Alors, pareil, ça c'est des choses qu'on n'a pas le temps de détailler là aujourd'hui. Alors, on ne peut pas se permettre statistiquement, mathématiquement, de multiplier des tests. En tout cas, en appliquant un simple nomogramme de Fagan. Ça ne marche pas comme ça parce qu'on ne pourrait pas se servir de la probabilité post-test du dernier test qu'on a fait, puis repartir de cette probabilité, en faire un a priori et repartir à nouveau. Ça ne marche pas comme ça. Les tests, quand on veut les faire ensemble et qu'on veut être juste et connaître les ratios de vraisemblance du groupe de tests, on appelle ça un cluster de tests. Et un cluster de tests, on peut prendre l'exemple du cluster de l'ASLET, par exemple, pour la sacro-iliaque. Un cluster de tests a une donnée clinimétrique qui lui est propre. Et là, on va utiliser d'autres phénomènes statistiques, on va utiliser notamment des courbes ROC pour déterminer à partir de 3 tests, eh bien, on peut dire que s'il y a 3 tests positifs, j'ai un ratio de vraisemblance à temps. Donc, on ne peut pas se permettre, et c'est pour ça que je vous déconseille mathématiquement, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de vous le démontrer là, mais c'est pour ça que je sais pas que je vous déconseille, c'est que c'est faux, d'accumuler des tests de la même hypothèse. Ça n'a pas de sens mathématique. Si vous venez nous voir ou nous poser des questions, ça se démontre sur un tableau mathématiquement, un tableau voilà, avec une craie, etc. C'est très simple. J'espère que j'ai répondu à la question. Si vous voulez cumuler des tests, il faut que vous ayez des variables métrologiques d'un cluster. Super Antoine, merci. Du coup, sachez que la méthode bayésienne, François, tu peux avancer d'au moins deux trucs parce que, voilà, encore une fois. Voilà, super. Sachez que la méthode bayésienne, elle a été rejetée de la science, notamment par Fischer. Alors là, on pourrait faire de l'épistémologie des sciences, parce que justement, les scientifiques n'aimaient pas trop cette notion d'a priori, parce que vous avez bien vu qu'un a priori, c'est subjectif. Et du coup, ils ont rejeté la notion bayésienne pour aller vers des notions fréquentistes avec la méthode de réfutation d'hypothèses. Pareil, j'ai pas le temps de détailler, mais H0, H1, le chercheur pose une hypothèse à laquelle il ne croit pas, qu'il va chercher à réfuter. Vraiment, je serais ravi d'en discuter avec vous par mail ou autre. Et je vous conseille pour cela d'aller voir les vidéos YouTube d'hygiène mentale, qui nous fait une vidéo sur le bayésianisme, ou encore la chaîne YouTube de Science for All, qui est une excellente chaîne pour comprendre le bayésianisme. Voilà, je vais m'arrêter là pour les notions un peu historiques du bayésianisme. Alors, nous, ce dont on vient de parler, c'est d'un raisonnement clinique bayésien. Alors là, on voit qu'il est clairement bayésien. On n'a pas le choix là. Mais c'est uniquement un raisonnement à viser de déterminer l'hypothèse physiopathologique, avec des tests cliniques, des tests qui vont avoir des variables métrologiques propres. Et pour nous, avec François, ça, ce n'était pas le raisonnement clinique. Ce n'était pas le raisonnement clinique et surtout pas pour un kinésithérapeute. Pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez vu que nos tests cliniques ont des ratios de vraisemblance autour de 3, 5 grands max, sauf certains comme le Lachman qui arrive à 14, etc. Mais globalement, sachez que ça tourne dans ces eaux-là, donc c'est pas facile de remonter à l'hypothèse
physiopathologiques avec des tests cliniques aussi mauvais. Et donc, à l'inverse d'un médecin qui, lui, a un IRM avec des ratios de vraisemblance extraordinaires, nous, on a des ratios de vraisemblance qui sont très mauvais, donc certifier l'hypothèse physiopathologique, c'est très compliqué, donc on est dans l'incertitude. Et puis en plus, ce qu'on a toujours dit avec François, c'est que lorsque l'on se retrouve face à un ménisque, et qu'on est sûr que l'hypothèse physiopathologique, c'est bien le ménisque, qu'il y a un IRM qui le vérifie, que le médecin le confirme, eh bien, qu'est-ce qu'on fait comme traitement pour un ménisque? Est-ce que ça nous dit quoi traiter? Est-ce que ça nous dit comment soulager ce ménisque? Ben non, en fait. Le traitement, notre traitement kinésithérapique, parce qu'on n'accède pas directement au traitement de la physiopathologie comme peuvent le faire les médecins avec leurs médicaments, ou encore comme peut le faire un chirurgien qui peut accéder directement à la structure physiopathologique. Nous, notre moyen de traitement, eh bien, il va pas modifier directement cela. Alors bien sûr, on va avoir des protocoles, des choses comme ça. Typiquement, si mon patient a une entorse, je peux faire un protocole typique de l'entorse. Si mon patient a un AVC, je sais ce qu'il faut faire. J'ai des principes à respecter dans les AVC. Mais je ne sais toujours pas, j'ai encore à faire ce qu'on appelle un raisonnement clinique à viser de faire un diagnostic kinésithérapique ou encore un diagnostic du mouvement. Et c'est là où on va se différencier des médecins. Nous, il va nous falloir émettre des probabilités de crédence sur des hypothèses physiopathologiques parce qu'on va en avoir besoin. Mais il va falloir aussi faire un diagnostic de traitement qui, lui, va être basé sur une reconnaissance de symptômes. François, je te laisse avancer. Comme je sais que vous allez avoir un replay de ce webinaire, l'idée c'est là que je vous mets un article qui présente le raisonnement chez les médecins. Je vous rappelle quand vous voyez MD dans un... Là, le premier auteur, c'est Patrick Daly, MD, ça veut dire médecine docteur. Donc, il présente le raisonnement clinique chez les médecins. Il est assez intéressant. Je vous laisserai aller le regarder. François, tu peux encore avancer. Et nous, en fait, on va raisonner en s'appuyant sur de la littérature. Et là, la personne que vous voyez en haut à gauche, l'idée c'était qu'on vous l'a mis parce que pour moi c'est quelqu'un, c'est un, beau monsieur, une belle personne, Mark Jones, qui nous écrit 2 livres. Et c'est sur ce raisonnement-là qu'on va s'appuyer, mais notre travail avec François, ça a été de formaliser mathématiquement le raisonnement que Mark Jones propose, qui est en fait, vous allez le voir, un raisonnement basé sur le phénotypage des symptômes du patient. Alors le phénotypage, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est parce que vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Il a découpé les symptômes du patient en catégories d'hypothèses. C'est des sous-catégories d'induction qui me permettent de pouvoir prendre des décisions thérapeutiques, des décisions de traitement de manière directe, aussi bien à l'anamnèse que lors de l'examen physique, de la variation symptomatique. On va y revenir juste après. On n'a pas le temps d'aller zoomer un petit peu plus dans les articles là, mais voilà, c'est pareil, encore une fois, je vous laisse y revenir. C'est des articles qui vont vraiment guider le raisonnement qu'on vous propose ici. Du coup, tu peux avancer, François? Ouais. Donc, juste un petit mot, à ce stade, pour vous qui nous écoutez, à ce stade, si vous avez en tête le nomogramme de Fagan avec ses 3 droites et les probabilités pré-test, post-test et les ratios de vraisemblance, votre objectif à vous, quand vous avez un patient qui arrive, c'est de faire varier votre a priori, donc la colonne de gauche, et on vous propose, tiré effectivement des ouvrages de Mark Jones en l'occurrence, on vous propose une méthode pour phénotyper les patients. Donc vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Certains ont peut-être déjà vu ça dans leur pratique. L'objectif étant de faire varier cet a priori, de le faire varier pour que vous ayez eh bien, une dominance, une prédominance vers un type de phénotypage. Et il y a plusieurs catégories qui nous permettent de le, voir.
Vas-y, Romain. Ouais, faut que tu saches, François, qu'on a un tout petit peu de retard par rapport à toi, donc je pense que les gens aussi ont du retard. Ça, Ça c'est marche. les zooms ne sont pas fluides. Mais là, ici, on a une vue générale donc photographie-la bien parce que l'idée du Prezi, moi j'essaye de faire tous mes cours en IFMK ou en formation continue sous forme de Prezi parce que je suis fan de mind mapping et je trouve que ça spatialise la connaissance et ça spatialise le storytelling. Donc, donc voilà pourquoi j'adore ça. Euh, on va pouvoir comprendre quelle est l'histoire de ce mind mapping, c'est de dire qu'il y a une relation entre kinésithérapeute et patient, que le patient va nous dire des choses dans un examen subjectif. Tu vas pouvoir avancer, François, et que cet examen subjectif, on va le classifier dans les catégories d'hypothèses. Voilà, donc ça, c'est les catégorisations de l'examen subjectif. On va essayer, là, on vous propose un découpage de l'examen subjectif qui va ensuite venir, on va essayer ensuite venir prendre les données et les mettre dans des catégories d'hypothèses ou des phénotypes de patients. On va y revenir juste après, tu peux avancer, François. À la sortie de ce phénotypage, de l'analyse de l'examen subjectif, qu'on pourrait appeler aussi anamnèse, on va avoir un a priori. On va avoir un a priori sur les structures à examiner dans l'examen physique, sur les mouvements à lui faire, etc. Et là, ça va nous permettre de faire une planification d'examen physique. Tu vas pouvoir avancer, François. Cette planification d'examen physique, elle va aussi se découper par, là on vous propose, c'est une proposition de découpage, mais personne n'est obligé de découper les choses comme ça, hein, entre des observations, des mouvements actifs, des mouvements passifs ou accessoires, des tests diagnostiques, cette fois-ci avec des valeurs clinimétriques, et un examen physique de la variation symptomatique auquel moi je tiens énormément. Je suis désolé, on n'a pas non plus le temps aujourd'hui de vous expliquer en quoi la variation symptomatique est une méthode de diagnostic dérivée directement de la méthode scientifique, puisque la méthode scientifique cherche complètement à faire varier aussi euh, les données. Voilà, pareil, très intéressé d'en parler avec vous si un jour ça vous intéresse. Je vais prendre 2 secondes pour répondre à la question de Ruben. Plus sérieusement, j'ai une question. On ne peut pas utiliser nos tests précédents pour influencer sur l'a priori du test, mais pour garder l'exemple du LCA, on sait que certaines questions d'interrogatoire vont avoir des ratios de vraisemblance intéressants, comme le craquement, qui vont forcément influencer sur l'a priori. Comment est-ce qu'on intègre ça au raisonnement passé par les odds ratios? Alors Ruben, donc petit clin d'œil à Ruben, on se connaît bien. Ça a été un de mes étudiants avec qui on a beaucoup réfléchi. Euh, et je me souviens qu'on avait rempli des OneNote de formules mathématiques. Et effectivement, malheureusement, là, ta question, Ruben, elle est un peu précise. Ce qu'il faut, ça serait intégrer toutes ces notions avec avez-vous entendu un craquement? Oui, etc., etc., avec dans une même formule de Bayes, si on voulait pouvoir le mathématiser. Parce que avec les odds ratios, on pourrait en reparler, c'est une autre méthode qui peut fonctionner, mais il est possible, malheureusement, de faire des erreurs. Mais Ruben, tu as raison, les odds ratios, on va pas pouvoir détailler, nous permettent, bien sûr, de pouvoir les additionner, enfin, les multiplier les uns les autres et faire varier ces a priori mathématiquement. Mais je pense que c'est pas un clinicien, il n'a pas le temps de faire ça. Alors, je pense que ceux qui ont envie de comprendre comme toi, bien sûr, ils peuvent, mais je pense qu'un clinicien, il va pas avoir le temps forcément de faire ça. François, je te laisse aller vers le mur de briques. Mur de briques qui a été au départ initialement proposé par Maitland, repris et poussé par Mark Jones. Notre objectif, et puis après je vais parler de la philosophie de ce mur de briques, l'objectif ici c'était de démontrer ou de formaliser mathématiquement cette notion philosophique du raisonnement clinique et de montrer à quel point il y a une pondération entre les contextes, les notions théoriques associées à la pathologie du patient, associées aux théories de traitement qu'on connaît. On va voir ici des notions de quantification du stress mécanique et les données cliniques.
les choses qui ne sont pas des inductions, mais les données cliniques qui sont des faits. Quand je charge le patient, il a mal. Quand je le décharge, il a moins mal. Lorsqu'il fait une extension, il a plus mal, etc., etc., etc. En fait, on se rend compte que là aussi, il y a une pondération bayésienne. On n'a pas le temps d'être dans la formule mathématique forcément, vous allez vite comprendre comment on peut pondérer les deux. La philosophie du mur de briques, c'est de dire, d'un côté, vous avez les gens qui font, par exemple, la méthode MDT ou Mackenzie, qui font des hypothèses, savoir si le patient a mal au dos parce que c'est les facettes, le disque ou la hernie discale, etc. Classification, qui disent, moi, l'induction d'hypothèses, savoir si le patient a mal au dos parce que c'est les facettes, le disque ou la hernie discale, etc. Je m'en fous parce que de toute façon, je fais des erreurs de diagnostic et à quoi ça sert? Ça ne sert pas à grand chose si ce n'est à se tromper. Et puis après, le problème, c'est que je me mets à traiter plus du tout le patient, mais je me mets à traiter une hypothèse. Les gens se mettent à traiter un nerf sciatique, les gens se mettent à traiter une hernie discale ou une facette avec des notions de convergence, divergence, et on se rend compte qu'en fait, en tant que clinicien, on se met à traiter une hypothèse qu'on a induite. Sauf que vous avez bien vu que le raisonnement bayésien nous montre que l'induction de cette hypothèse, elle est incertaine. Et donc, les gens qui font des treatment-based classification, comme les Mackenzistes, vont vous dire, bah, moi, je m'occupe que de la variation symptomatique, que de la droite de mur. Parce que ça, je suis sûr. Ça, c'est un fait. Je peux aller voir un médecin et lui dire, moi, mon patient, quand il fait 10 flexions répétées, eh bien, il a sa douleur qui se centralise, il a moins mal, les symptômes régressent. Ça, je suis sûr, c'est un fait, ça existe, c'est vrai, je ne me trompe pas. Et il se trouve que quand je fais des tests, retests et que je répète cette notion-là, eh ben, le symptôme régresse et le patient progresse. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors que la gauche du mur de briques, c'est induire des hypothèses, se servir du nomogramme de Fagan notamment, et aller vers des notions de diagnostic physiopathologique. Et en fait, c'est incertain. Mais le mur de briques, il dit, on va avoir besoin des deux. Il va falloir créer un raisonnement où je vais être dans un juste milieu de pondération entre les deux. C'est pour ça qu'en fait, on va voir que c'est bayésien. Enfin, on va le voir. Essayez de me croire. Pourquoi cette pondération, elle est nécessaire et importante? Parce que regardez ce qui s'est passé sur les patients qui avaient des tendinopathies à l'époque. Moi, j'ai été sportif et j'ai eu des tendinopathies et j'allais chez un kiné et c'était même écrit dans des livres. Qu'est-ce qui se passait à un moment donné sur les tendinopathies? On les étirait. On les étirait, les tendinopathies, parce que tout simplement qu'on suivait la variation symptomatique et parce que ça faisait du bien. Le patient, lorsqu'on l'étirait, il était soulagé. Et on disait que du coup, c'était le traitement. C'était bien, du coup, puisque ça soulageait le patient. Et puis en fait, qu'est-ce qui soulageait le patient? On se rend compte que c'est des notions de modulation conditionnée de la douleur. Là, ça fait appel aux théories des neurosciences de la douleur. Et que, en fait, la douleur était soulagée. On pourrait parler aussi de notions de gate control, mais on l'appelle plus vraiment comme ça. Et le patient était soulagé, il avait moins mal, donc on pensait que c'était le bon traitement. Et or, maintenant, la littérature montre que, et là je vous renvoie à Grimaldi, à Jill Cook et tous les grands auteurs qui nous parlent de tendinopathie, montrent que maintenant, la tendinopathie, c'est de la quantification du stress mécanique sur le tendon pour induire des mécanismes de mécanotransduction qui vont nous emmener à la création de tissus, on va dire conjonctifs, mais collagène, etc., à l'intérieur du tendon pour le réparer, parce que tendinopathie nous dit qu'il y a bien une pathologie du tendon et c'est souvent on peut apercevoir une lésion. Et donc il faut recréer du tissu et pour ça il faut mécaniser le tendon et surtout pas faire des traitements passifs comme on a pu le faire à l'époque. Et donc vous voyez bien que dans ce contexte-là, si je ne suis que les symptômes, en tant que clinicien, je fais l'erreur finalement d'étirer un patient qui a une tendinopathie et je ne peux pas le soigner puisque je n'applique pas le concept de quantification du stress mécanique, mais ce concept-là, il est lié à l'hypothèse que peut-être l'IRM pourrait me démontrer, peut-être que moi aussi, en tant que kiné, je peux avoir induit l'hypothèse qu'il a bien une tendinopathie. Et là, je vais partir tout de suite sur la quantification du stress mécanique. Et mieux que ça, si j'ai la certitude que le patient a une tendinopathie, eh bien, je peux même me permettre dans ce traitement de lui faire mal. Et les articles décrivent des douleurs autour de 4, 5 sur 10, avec des quantifications de charge progressive. C'est-à-dire que je peux même me permettre d'aller contre les symptômes. Et c'est pareil pour un AVC. Si je sais que le patient a un AVC, sur la séance, je peux me permettre de lui faire une rééducation basée sur des tâches orientées, etc. Je ne vous rappelle pas les principes de l'AVC, mais une rééducation très intensive qui va sûrement le crever et augmenter sa spasticité. Et il finira la séance moins bien qu'il l'a commencé, je peux vous le garantir. Je le vis tous les jours à l'hôpital, mais la théorie nous dit que c'est comme ça qu'on va avoir de la neuroplasticité.
Donc vous voyez bien que d'un côté, on a les TBC purs qui ne veulent traiter que le symptôme, et je les comprends, parce qu'on fait des erreurs en voulant induire des hypothèses, mais de l'autre côté, on se rend compte que des fois, on ne peut pas se passer de l'hypothèse physiopathologique, et qu'elle vient pondérer notre traitement, qu'elle vient nous donner des astuces. Et vous voyez bien qu'on parle bien de pondération, et cette pondération, qu'est-ce qui va nous la donner? C'est un raisonnement probabiliste, notamment bayésien, dans l'induction de l'hypothèse physiopathologique. Si j'ai une hypothèse physiopathologique dans laquelle je crois à 50%, comme j'ai fait tout à l'heure pour le ligament croisé, eh bien peut-être qu'elle ne doit pas influencer tant que ça mes symptômes. Voilà, en gros, quelle est la formalisation mathématique du mur de briques. Et on va passer, parce que je pense que j'ai parlé assez longtemps là-dessus, de toute façon, on va y revenir beaucoup plus tard. En résumé, Romain, si je peux me permettre, euh, il faut pas que vous soyez, c'est l'idée qu'on veut transmettre, hein. L'idée qu'on veut transmettre, c'est que être un scientiste, c'est-à-dire quelqu'un qui n'écoute et qui ne lit que ce qu'il y a dans la science, dans la littérature et qui l'applique, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que ce n'est pas pondéré par la partie clinique et la partie des signes, de la variation des symptômes, des mesures, des tests. Et en même temps, il ne faut pas non plus être exclusivement dans de la clinique, car il y a, comme Romain vous l'a présenté sur la tendinopathie, des preuves qui parfois vont à l'encontre de ce qu'on faisait à l'époque. Et il faut se servir de ces preuves-là et les consommer. Il faut consommer les données de la science. Et c'est un petit peu l'image de ce mur de briques. Et c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Tu peux avancer du coup, François. À Encore? la sortie de ce mur de briques, on va pouvoir faire un choix du traitement. On ne va pas zoomer du tout dedans parce que là, on va manquer de temps. Ce choix de traitement dépendra du coup de cette métacognition. En fait, cette phase de mur de briques, c'est ce qu'on appelle une métacognition dans le raisonnement clinique. Et elle reviendra donc de la métacognition, qui est une pondération des concepts théoriques et des concepts de traitement. Et vous allez voir que directement, on va pouvoir faire un choix de traitement qui dépendra des catégories d'hypothèses de Mark Jones, qui nous dira quel type de contraintes on peut appliquer. Ensuite, vas-y François, tu peux avancer du coup. Ensuite, on passera par une phase de test-retest indispensable. La vraie preuve, elle est dans le test-retest. Si vous ne faites pas de test-retest, je ne vois pas comment on peut élaborer un traitement. On y reviendra sur comment faire un test-retest, j'espère qu'on aura le temps. Et Test ensuite, retest, hein, je me permets, c'est la réévaluation, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est un terme utilisé dans la littérature scientifique. C'est la réévaluation que vous faites de votre patient, qu'elle soit spécifique ou globale. En tout cas, vous réévaluez des comportements, des signes, des symptômes ou des mouvements. François, du coup, tu peux avancer. Donc, Sébastien, merci beaucoup de ton intervention en disant, effectivement, on assiste bien ici à un raisonnement qu'on pourrait appeler EBP, puisque qu'est-ce qui se passe? On intègre les données de la science, avec les notions théoriques et les protocoles qui sont proposés par la science comme marchant, comme étant le plus efficace. On intègre les notions du patient avec ses préférences, vous allez voir, en le prenant en compte dans un contexte biopsychosocial par les catégories d'hypothèses de Mark Jones. Et puis, on intègre aussi notre expertise de clinicien avec nos a priori. Nos a priori qui, cette fois-ci, ne sont pas vus comme quelque chose de négatif, puisque je vais vous donner le proverbe le plus fort en bayésianisme, qui nous dit qu'il vaut mieux avoir un mauvais a priori que pas d'a priori du tout. Pas d'a priori du tout, je ne peux rien faire. Il faut que je me positionne et que je fasse un choix avant de passer à l'examen de la vraisemblance de mes hypothèses, avant de passer à l'examen clinique des données. On va pouvoir avancer, on va rentrer maintenant dans un cas clinique qui va nous suivre tout au long de ce cours, enfin de ce webinaire. Je me permets juste un petit rappel sur cette vue globale pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'on a des publics différents, étudiants, podologues et kinés. Donc, vous voyez bien qu'on part de cette relation patient-thérapeute. On construit notre anamnèse que j'entoure ici par différentes catégorisations. Nous formulons des hypothèses que l'on classe. On a 9 catégories d'hypothèses. Et cela nous permet de faire varier notre a priori. C'est ça qui est novateur dans ce qu'on vous présente aujourd'hui.
parce que comme vous l'a dit Romain, il vaut mieux avoir un mauvais a priori que pas d'a priori du tout. Donc, on souhaite que vous gardiez en tête cette idée de construire un a priori, d'un phénotypage par rapport aux catégories d'hypothèses sur votre patient. Une fois que vous avez cet a priori qui est construit, qui a évolué, qui a été modifié, vous allez pouvoir planifier votre examen physique et ainsi le réaliser. Et effectivement, cet examen physique dépend aussi de ce que vous avez construit comme a priori dans le phénotypage de votre patient. Tout ça passe par le mur de briques que Romain vient de vous expliquer. Vous choisissez le traitement à ce moment-là et vous faites la réévaluation et la boucle est bouclée. Hein, donc c'est au lieu de schématiser par différentes actions la manière dont on fait le raisonnement, on préfère vous le montrer de cette manière-là cognitive, c'est-à-dire voilà les étapes par lesquelles on pense qu'il est important de passer. Donc Romain, du coup, il y a le cas clinique maintenant. Tout à fait. Alors le patient, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un gymnaste. C'est un gymnaste. Alors voilà, hein, je vous le présente. Euh, un gymnaste donc de 22 ans, droitier. Il est étudiant en STAPS. Il est célibataire et il pratique la gymnastique et le judo 4 fois par semaine. Voilà une petite présentation sommaire du patient. Tu peux avancer. Juste, Pour info, c'est un excusez-moi, patient je vous que j'ai eu interromps au une petite. cabinet. Hein. Ouais. Pardon, je vous interromps une petite Vas-y, seconde. vas-y. On a un petit souci technique. Est-ce que vous pouvez éventuellement juste, chers amis, couper le partage écran une petite seconde et le relancer juste immédiatement après. Voilà, c'est Je pour. le fais Merci beaucoup. de suite. Voilà. Et pardon pour l'interruption. C'est juste pour permettre à au moins une participante de retrouver la vue du partage qui avait disparu pour elle. Et l'hypothèse, c'est que le souci vienne de cela. Voilà. Merci et pardon de vous avoir C'est bon? interrompu. Ok. Non, non, Pas pas de de souci. souci. Et hésite pas. Hein. Voilà. L'histoire du problème, rapidement. C'est que donc c'est un patient qui a eu une fracture du scaphoïde il y a 2 ans, ostéosynthèse, immobilisation durant 3 mois, pas de douleur durant l'immobilisation et il fait pas de rééducation à la sortie de l'immobilisation. Je suis désolé, je vais aller un peu vite parce que pour ne rien vous cacher, on est juste dans le temps, mais c'était très dur pour nous de vous faire tenir les notions qu'on veut développer en 1 heure et demie. Douleur, quelques semaines après la reprise de la gym, il reprend la gym, il commence à avoir mal. Et puis, lui, il vient nous voir, on est à 1 an de cette de cette immobilisation. Les symptômes sont stables. Et par contre, sa situation de handicap, c'est qu'il est limité dans ses entraînements de gym. Et ça commence à l'embêter. Donc, on va aller vers la notion de handicap. La notion de handicap, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est qu'il a des douleurs lors de la pratique de certains agrès, donc limité dans la pratique du cheval d'arçon. En fait, vous verrez que après, c'est toutes les activités en appui, hein, et que la limitation d'activité, c'est donc l'entraînement, qui est un entraînement de compétition loisir, est limité. Ensuite, on va passer au body chart. Alors ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Et vous allez voir que là-dessus, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter le body chart de Marc Laslett, qui est un très bel exemple. On va directement avancer, François, du coup, vers le body chart que toi, tu as fait. Tu peux appuyer sur la flèche. OK. Voilà un body chart que François a fait. On n'a pas le temps de vous détailler qu'est-ce que veut dire tous les petits traits, etc. Mais en gros, quand il y a des petites coches comme ça, ce qu'on appelle des tick-offs, c'est que tout va bien. Par contre, comme vous pouvez voir, le patient a une douleur. Il y a un petit point, François, si tu peux le montrer, un petit point là, qui est sa douleur, sa plainte principale. C'est pour ça que François l'a noté numéro 1, qui est intermittente. C'est une douleur qui n'est pas toujours là, profonde, avec une sensation de blocage et de raideur. D'accord? On va pas revenir sur donc c'est une EVA en moyenne à 2 sur 10, vous voyez en bas à gauche. On va pas revenir sur les notions de drapeau rouge qui sont en bas à droite et on va pouvoir avancer. Vous voyez là, on présente en fait la phase d'anamnèse. Cette phase qu'on appelle aussi la phase d'examen subjectif, où là, on va poser les questions au patient. Et qu'est-ce qu'il nous raconte sur l'histoire de la maladie? Alors, il faut lui demander quelle est l'histoire ancienne, quelle est l'histoire récente. Ici, on va pas aller dans le détail. Tu peux avancer, François, avec une flèche. On va zoomer sur le pouce parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant sur ce patient. C'est que la stabilité, les symptômes sont stables depuis 1 an. Et ça, bon,
c'est toujours rassurant pour un kinésithérapeute parce qu'on n'aime pas trop les altérations de l'état général et les dégradations des symptomatiques. Et puis maintenant, on va aller vers la catégorie d'hypothèses comportement des symptômes, qui est là une catégorie d'hypothèses fondamentales, notamment lorsqu'on fait des examens de la variation symptomatique. On va chercher à savoir quels sont les facteurs qui diminuent le symptôme. Eh bien, lorsqu'il modifie l'orientation de la main en appui, il a moins mal. Il a moins mal aussi lorsqu'il est au repos et qu'il arrête de charger son poignet. Quels sont les facteurs qui augmentent les symptômes? C'est l'appui de la main lors de la gym. Les comportements du symptôme sur 24 heures, eh bien, c'est qu'il a plutôt mal, plutôt en fin de journée. Vous voyez que déjà, là, je pense qu'il y a j'ai vu qu'il y avait des thérapeutes experts parmi nous, donc Gilles, Fabrice, là, tout de suite, je pense que c'est des gens qui, de manière et on n'a pas le temps, voilà, j'aimerais vous en parler, mais de manière, ce qu'on appelle dans des réseaux de neurones d'induction rapide, ce qu'on appelle du système 1 aussi, ont déjà des catégories d'hypothèses dans leur tête. Ils savent déjà qu'il y a, vous allez voir, mais des notions de composantes mécaniques, etc. Ils ont déjà des idées de comment traiter. Mais l'idée ici, c'est de proposer un raisonnement qui redécoupe tout ça pour permettre aux étudiants de se corriger, pour permettre à n'importe qui de comprendre ces inductions qui normalement sont des inductions inconscientes, qui sont des inductions faites par des réseaux de neurones qui ont des notions, voilà, des notions hiérarchiques et ça appelle aux notions cognitivistes des modèles internes. Donc c'est des choses que moi j'ai développées dans ma thèse. Et pareil, si vous voulez en discuter, ça sera avec joie lors d'une prochaine conférence qu'on fera sûrement dans 2 semaines, toujours pareil avec Abilis Développement. Les questions spéciales, ça va nous emmener vers les drapeaux rouges et toutes les notions d'exclusion. Je pense que tu peux encore avancer pour zoomer sur le bilan que tu avais fait, François. Ah, désolé, c'est pas grave. Voilà, là, vous voyez simplement une partie du bilan puisque c'est un patient que j'ai réellement eu en soins. Dans la partie questions spéciales, il n'y avait aucun problème de ce côté-là, aucun red flag, drapeau rouge, pas de prise de médicaments, l'état général était bon, ce patient était âgé de 22 ans, comme on vous l'a dit, et extrêmement sportif, donc aucun souci de ce côté-là. Ce que vient de vous montrer Romain, c'est finalement l'anamnèse que vous pouvez conduire de manière classique, mais on va en tirer quelque chose, cette anamnèse, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Eh bien, on va en tirer un phénotypage de ces données qui nous donnent. Donc, tu peux avancer, François. Et l'idée, c'était de commencer, pour nous, le plus important dans ces catégories d'hypothèses, ça a écrit encore une fois de mettre la douleur au centre, le phénotype de la douleur. Et là, vas-y, François, tu peux avancer. Ça va nous emmener tout de suite vers un phénotypage de la douleur. Et c'est vrai que j'ai fait un congrès il n'y a pas longtemps où on me disait, oui, mais les notions de phénotype, c'est pas valide, etc. Il n'y a que l'activité physique et l'écoute empathique qui comptent. Euh, non. L'IASP déjà nous propose des phénotypes douloureux basés sur les notions neurophysiologiques de la douleur, c'est-à-dire donc là tu peux avancer François, c'est-à-dire la nociplastie, les douleurs de type on va parler des douleurs de type plutôt on va parler nociceptive, les douleurs de type plutôt neurogène et les douleurs de type nociplastique. Ça fait référence à des notions de neurophysiologie de la douleur. Tu peux encore avancer, François. Ça, c'est des pages de l'IASP parce que je voulais absolument vous en parler, mais j'ai pas le temps. Du coup, ça nous fait appel à des notions biologiques du système de la douleur. D'accord? Nociplastie, nociception et douleur neuropathique. Ça fait appel à des notions de neurophysiologie de la douleur sur lesquelles on va revenir. Et ça correspond tout simplement à quel tissu, quel type de récepteur, quel est le mécanisme afférentiel qui remonte vers le système nerveux central et qui crée la douleur. On parle bien du mécanisme afférentiel, parce que je vous rappelle que l'intégration de la douleur est encore bayésien, avec l'a priori fois la vraisemblance, et la vraisemblance, c'est l'afférence qui remonte vers le cerveau.
Je suis désolé, j'ai pas le temps de vous détailler les différentes notions de douleur. Donc François, tu peux avancer, mais c'est des articles qui vous présentent le fait qu'on a testé les, euh, les, de manière métrologique. On a testé, tu peux encore avancer François, on a testé les notions de catégorisation par les phénotypes douloureux, par des cliniciens sur le terrain, et on s'est rendu compte que globalement, il y avait une validité, une fiabilité dans la catégorisation de ces phénotypes douloureux extrêmement fiable et valide. Encore un article qui nous présente qu'il y a du sens à découper les symptômes du patient selon un phénotype douloureux. Je vous ai mis à droite les différents critères qui nous permettent de découper les différents phénotypes douloureux. Exactement. Alors, Laurent Fabre, moi, je suis un grand fan. Il fait un e-learning excellent. Et effectivement, on parle beaucoup de notions à nouveau biopsychosociales dans la douleur, puisque c'est le cerveau qui crée la douleur. La douleur, c'est quelque chose qui ressort de l'interprétation d'une afférence qui remonte le cerveau et qui va être interprétée par le cerveau en fonction de ses a priori sur le danger de la situation à laquelle il est exposé. Donc, bien sûr, si vous êtes en situation de dépression, si vous êtes en situation d'angoisse et que vous avez peur, eh bien, l'afférence qui remonte vers le cerveau va être exagérée. On reviendra sur les mécanismes de douleur peut-être plus en détail la prochaine fois, mais sachez qu'il y a ces trois grands types: nociceptif, neurogène et nociplastique. Je vais juste, François, si tu peux directement aller sur les notions pour moi qui sont peut-être la plus complexe, qui est la notion de nociplastie. Ok. La notion de douleur nociplastique, ouais, c'est parfait. Super. Tu peux laisser sur les caractéristiques et conséquences à la limite, c'est parce que je vais expliquer peut-être le reste. La notion de nociplastie, ne confondez pas la nociplastie avec le contexte psychosocial du patient. Alors, il y a un lien, puisqu'il y a une boucle de rétroaction qui vient entretenir les afférences qui remontent vers le système nerveux central, mais la nociplastie correspond, comme son nom l'indique, à la déformation plastique, puisque la plastie en biomécanique, c'est la déformation qui va au-delà de l'élasticité, c'est la déformation qui reste sur une notion mécanique, notamment la mécanique des matériaux. Donc, c'est la déformation qui reste du système nociceptif de la douleur. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau du système nociceptif, et on sait qu'il se passe quelque chose en périphérique, c'est ce qu'on va appeler une sensibilisation périphérique, une soupe inflammatoire, une augmentation du nombre de nocicepteurs, de leur quantité, ils vont abaisser leur seuil de déclenchement de potentiel d'action. Il y a d'autres aussi petits détails sur lesquels on ne reviendra pas. Et puis après, aussi de notion de sensibilisation centrale avec des synapses qui vont se mettre à décharger, notamment au niveau du premier interneurone, qui vont se mettre à décharger plus. Ça fait qu'il va y avoir une plus grosse quantité d'afférence qui va remonter vers le cerveau. Mais jusque-là, cette afférence n'est pas de la douleur, elle n'a pas été traitée par le cerveau. Cette afférence va être interprétée dans un contexte psychosocial. Jusque-là, on n'a parlé que de bio, puisqu'on parlait de neurones. Cette afférence va être traitée dans un contexte psychosocial qui, là, va nous donner une quantité de douleur. Bien sûr, si le patient est dans un contexte psychosocial complexe, eh bien, il va projeter plus de douleur va sortir, et bien sûr, dans un cercle vicieux, ça va réentraîner une augmentation de cette nociplastie. Donc, l'idée, c'est que sachez que cette nociplastie, comment on va la reconnaître chez le patient? À l'inverse, neurogène, neuropathique, on va la reconnaître parce que y a une notion de disproportion entre la contrainte mécanique, entre les contraintes et les réactions du patient, les douleurs du patient qui sont exagérées. Joe Niels nous parle vraiment de disproportion, c'est le plus gros signe, c'est le plus prédictif de processing ou de nociplastie. La disproportion entre les contraintes mécaniques et les symptômes du patient. Alors, quelles sont les conséquences? Tout de suite, il y a des conséquences de traitement qui vont venir dans nos têtes. C'est que si la douleur n'a rien à voir avec la quantité de lésions tissulaires, comme ça peut être le cas en nociception,
Eh bien, à ce moment-là, à quoi ça sert de venir mettre de la contrainte mécanique sur les structures tissulaires? On va plutôt privilégier des techniques hands-off, des techniques actives, des techniques où le patient va augmenter sa résilience et on va aussi traiter son système central, donc ses croyances, etc., etc. François, François, je voudrais juste que tu reviennes juste à l'image globale des catégories d'hypothèses. Ouais, tu peux dézoomer, je pense, avec, avec la souris directe. Ouais, super. En fait, on va pas avoir le temps, là, je me rends compte, je suis désolé. On y reviendra du coup beaucoup plus euh, finement et je vous conseille les livres et les articles de Mark Jones et les articles que je vous ai présentés sur les treatment-based classification. Donc, on a les articles là dans le Brazilian Journal of Manual Therapy qui est vraiment pas mal. Pour comprendre un peu les classifications de la douleur, et je vous conseille le livre et les articles de Mark Jones pour comprendre les catégories d'hypothèses dans leur ensemble, mais on ne va malheureusement pas avoir le temps de revenir sur toutes les catégories d'hypothèses. Je vais vous les présenter sommairement, parce que sinon on finira pas. François, tu es d'accord? Oui, 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 on va présenter ça sommairement. Le plus important était quand même ce mécanisme de douleur. Vous avez bien compris, il y en a trois différents. Et encore une fois, l'objectif pour vous, cliniciens, c'est de faire passer les informations de l'anamnèse euh, par ce filtre de catégorie d'hypothèse et de modifier vos a priori. Donc, par exemple, dans la catégorie mécanisme de douleur, avec les informations du cas clinique qu'on vous a donné, vous devriez déjà être en train de formuler une hypothèse sur quel est le mécanisme que mon patient est susceptible d'avoir. Et puis après, on va juste parler rapidement des autres catégories d'hypothèses. Ça prend beaucoup de temps de les détailler toutes, mais juste en dire un mot peut-être. Alors, c'est exactement ça. Merci beaucoup, François. En fait, l'idée, c'est que le patient nous a offert des données lors de notre anamnèse. Et si je les catégorise en des petites hypothèses qui sont des sous-hypothèses par rapport à l'hypothèse du traitement qui serait le traitement efficace pour le patient, on voit bien que là, on est dans des hypothèses d'un niveau hiérarchique inférieur, d'un niveau d'induction hiérarchique inférieur. Si on explique bien tout ça, on va avoir comme catégorie d'hypothèse la situation de handicap. Et ça va, bien sûr, directement influencer nos traitements parce qu'en fonction de comment notre patient subit une restriction de participation sociale, une limitation d'activité, ça doit influencer notre management. Ensuite, on va voir les processus physiopathologiques. Là, ça fait référence à l'état de guérison des tissus. Ici, par exemple, avec notre patient, bah, on est sur un patient qui est à un stade depuis 1 an, il a eu sa fracture, donc on sait que euh, les tissus sont guéris, d'accord. euh, Excusez-moi, au passage, je me rends compte que notre patient, là, vous voyez bien que si on doit le catégoriser dans un phénotype douloureux, on se rend compte que c'est un patient où sa douleur est effectivement très mécanique. Je vous laisse aller regarder qu'est-ce qui est une douleur mécanique, donc une douleur très nociceptive. Je vous laisse aller voir ça. C'est une douleur qui réagit à la quantité de contraintes, justement. Là, on voit bien que le patient, quand il charge, il a mal. Quand il décharge, il a pas mal. Il a mal en fin de journée et pas en début de journée. Il n'y a pas de dérouillage matinal de notions inflammatoires, etc., etc. Donc, on est vraiment sur de la notion nociceptive mécanique. Voilà. Ensuite, le processus physiopathologique, il est guéri. La source des symptômes. Alors, la source des symptômes, selon Mark Jones, attention, parce qu'on n'est pas dans la notion de la source des symptômes de certains collaborateurs qui traite des patients musculo-squelettiques qui pourraient parler de la circulation du liquide céphalorachidien. Nous, on va juste dire, écoutez, est-ce que c'est plutôt le poignet? Si c'est le poignet, est-ce que c'est plutôt un problème intra-articulaire ou un problème extra-articulaire? Est-ce que c'est plutôt le nerf radial? Peut-être. Voilà. On va parler de gros groupes de structures. En fait, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on va diriger, où est-ce qu'on va planifier notre examen physique? Est-ce que je vais examiner l'épaule et les cervicales ou est-ce que je vais examiner mon poignet sur ce patient? On n'a pas le temps de trop détailler, mais on a plutôt l'impression, et François est parti plutôt l'impression, et François est parti là-dessus, que ça serait le poignet le problème. Juste Peut-être petite parce que info, excuse-moi Romain, l'idée dans cette catégorie source de symptômes n'est pas d'exclure
les autres sources potentielles si vous partez sur le poignet. Vous pouvez très bien imaginer que dans le cas de notre patient, vous partez sur le poignet comme étant une source possible de symptômes, que ce soit extra-articulaire ou intra-articulaire. On ne détaille pas forcément les zones du poignet qui peuvent être responsables de la nociception, puisque dans le poignet, tous les ligaments, les tendons et autres structures articulaires peuvent être source de nociception, et on n'a pas de test pour savoir quelle est la source exacte de la nociception. Donc c'est pour ça que, comme dit Romain, on prend des grands groupes de régions et on se pose la question à savoir est-ce que potentiellement ce poignet pourrait être la source de la nociception. Mais on évoque aussi peut-être d'autres régions, par exemple le coude, qui pourrait être une zone, ou un système nerveux ou quoi que ce soit, qui pourrait être une autre zone, qui pourrait participer aux symptômes du patient et dans lesquels il faudra se poser des questions. En tous les cas, là, vous êtes en train de faire varier, modifier votre a priori sur la source potentielle du symptôme du patient. Ensuite, on va avoir la chargeabilité de notre patient. Est-ce que c'est un patient qui est très peu chargeable, avec des notions de sévérité, irritabilité sur lesquelles on pourra revenir lors du prochain webinaire, ou est-ce que notre patient est au contraire extrêmement chargeable, comme un marathonien, par exemple, qui nous dirait que sa douleur apparaît au 30e kilomètre? Là, ici, pour ce patient-là, par définition, vous avez vu que pour qu'il ait mal, il fallait qu'il charge. Il fallait qu'il charge dans une position d'appui qui a l'air d'être une position plutôt d'extension. Donc, on le catégoriserait plutôt dans un patient qui est très chargeable. Et vous allez voir que ça va nous permettre de nous guider sur la force, la puissance de nos tests et sur la puissance de la contrainte qu'on va mettre dans notre examen physique et déjà dans notre traitement. Un patient qui est extrêmement chargeable, si vous ne lui faites pas un examen clinique avec des mouvements combinés où vous multipliez les contraintes autour des sources probables de symptômes, eh bien, il y a peu de chances que vous puissiez faire varier son symptôme et donc avancer dans vos hypothèses de traitement. Ensuite, on va passer aux facteurs prédisposants. C'est l'image qui est tout à droite avec un petit nuage et un petit bonhomme qui pleure. Ça comprend tous les facteurs prédisposants, y compris les facteurs psychosociaux. Donc, c'est là-dedans qu'on va mettre les drapeaux jaunes, par exemple, qui peuvent influencer le contexte douloureux du patient. C'est là-dedans qu'on va mettre aussi un sportif, comme un coureur à pied, qui nous semblerait avoir peut-être un surpoids et qui pourrait entretenir cette douleur. Par exemple, si notre gymnaste ici, là, il était obèse, ça serait un facteur prédisposant à avoir des douleurs mécaniques de ce type-là. Ici, François, tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais a priori, on n'avait pas tellement de facteurs prédisposants, qu'ils soient mécaniques, biomécaniques ou psychosociaux. Non, il n'y a aucun facteur prédisposant dans le cas clinique. On est face à un patient qui est jeune, sportif, qui se plaint pas de son poignet plus que ça. Pour la petite histoire, ce que j'ai pas mentionné dans le cas clinique, mais que c'est quelqu'un qui est venu me voir pour accompagner sa mère que je voyais en soins. Et il m'a parlé de son poignet à ce moment-là. Donc il ne consultait même pas pour ça. Donc il n'y avait pas de facteur prédisposant pour ce patient-là. Ensuite, la notion de pronostic, vous savez ce que c'est, on ne va pas revenir en détail dessus. La notion de management, ça c'est extrêmement intéressant. Par contre, c'est que ça prend en compte les décisions cliniques qu'on va prendre avec le patient, comment on va peut-être l'éduquer, comment on va le manager, mais ça prend surtout en compte, et c'est pour ça qu'il y a une petite notion de historique, avec une horloge qui revient en arrière, ça prend en compte la notion de comment il a été traité avant. Si le patient, là c'est pas le cas, mais si le patient avait eu des années, enfin on va dire 6 mois de traitement passif, end-zone, où on lui truste le poignet, donc le trust c'est un grade 5 de mobilisation, on lui fait un crack du poignet depuis je sais pas 6 mois, une fois par mois, peut-être que tout de suite ça doit, dans mon examen physique et surtout dans mon traitement, je me dis que si ça n'a pas marché, ça ne sert peut-être pas à grand chose que moi je continue à faire des thrusts du poignet et qu'il va peut-être falloir que je parte plutôt sur d'autres types de management et notamment peut-être des thérapies actives. Ensuite, on a la notion. Encore une fois, excuse-moi Romain, votre a priori est modifié par cette catégorie d'hypothèses. Comme l'a dit Romain dans l'exemple, si la manipulation du poignet ne change rien pendant 6 mois, eh bien votre a priori doit être peut-être diminué par rapport à cette possibilité technique, ou par rapport à cette zone d'application de la technique, ou par rapport à la modalité de l'application de la technique. En tous les cas,
vous modifiez une pensée, vous modifiez une variable que vous aviez peut-être en tête au moment où vous avez vu votre patient pour la première fois. Ensuite, il y a les notions des drapeaux rouges. Alors là, on ne va pas du tout revenir dessus. Vous voyez que si on aurait pu zoomer, etc., et ça sera peut-être pour la prochaine fois. Mais là, on ne va pas revenir dessus. Vous savez ce que c'est. Du coup, François, ce que tu peux faire, c'est pousser le prédit vers le haut et reculer un petit peu peut-être pour ensuite pouvoir recliquer sur la notion de l'examen. Non, à l'inverse, pardon. Ouais, voilà. Et cliquer sur la notion de planification de l'examen physique. Tu peux cliquer sur les deux feuilles. Ouais, il faut juste que tu cliques sur les deux feuilles qui sont la planif de l'examen physique. Donc vous voyez qu'en ressortant des catégories d'hypothèses, vous allez avoir des a priori. Et ces a priori vont vous permettre de planifier votre examen physique. Extrêmement important de planifier son examen physique, puisque un bayésien prend le risque de donner son avis. Et l'objectif donc de l'examen physique, ça va être deux choses. Avoir un diagnostic patho-étiologique, donc le fameux diagnostic pathophysiologique avec les notions de bayésianisme qu'on a vu tout à l'heure, avec les notions de crédence dans les hypothèses physiopathologiques. Et puis avoir un diagnostic clinique, un diagnostic du mouvement, un diagnostic symptomatologique, un diagnostic de traitement, parce que nous, on va jouer, finalement, on joue sur les données cliniques qu'on a, c'est-à-dire en partie des symptômes. Les objectifs de l'examen physique, ça va être de prendre des marqueurs. Vous devez absolument pouvoir mettre en évidence l'apparition des symptômes qui sont responsables de la situation de handicap de votre patient et pouvoir les quantifier de manière la plus objective possible pour savoir si votre traitement a une influence dessus. Et c'est ça le principe du mécanisme de test-retest, parfaitement maîtrisé par ceux qui font des thérapies de type Mackenzie. Et donc, globalement, dans toute l'IFOMT, la thérapie manuelle orthopédique, c'est une notion indispensable, puisque de toute façon, on ne peut pas mesurer directement l'hypothèse physiopathologique, donc autant mesurer les conséquences de cette hypothèse physiopathologique, c'est-à-dire les symptômes, de manière extrêmement claire et précise pour savoir l'effet de notre traitement. On va essayer d'établir, si possible, un diagnostic physiopathologique avec une notion de crédence associée. Et ensuite, on va essayer de faire varier les symptômes pour inférer une hypothèse de traitement et pour venir, comme l'explique la notion de semi-perméabilité du mur de briques, venir pondérer la crédence de nos hypothèses physiopathologiques, parce que tu peux avancer, François. En effet, si j'ai, cette fois-ci là avec la flèche, hein, normalement, voilà, super. Parce que bien sûr, si mes symptômes, ma variation symptomatique et mes éléments cliniques confirment mes hypothèses, eh bien forcément, je peux, je peux augmenter la crédence de cette hypothèse, alors qu'à l'inverse, si la droite de mon mur de briques, les symptômes, ne confirment pas mon hypothèse, je dois diminuer la crédence de cette hypothèse au fur et à mesure et moins en tenir compte dans les conséquences de mon traitement. Du coup, François, on va pouvoir aller s'occuper maintenant de l'examen physique qui va se découper en observation, mouvement actif, mouvement passif, les tests diagnostiques et l'examen de la variation symptomatique. Et là, du coup, on va aller vers l'examen des mouvements actifs qu'a fait François. Alors, vous voyez qu'il s'est occupé des mouvements actifs du poignet, puisqu'il a fait une flexion du poignet, il ne se passait rien. Il a fait une extension du poignet, il ne se passait rien. Inclinaison ulnaire, inclinaison radiale, il ne se passait rien. C'est les signes que vous voyez. Et au préalable, excusez-moi, il avait fait ce qu'on appelle une démonstration fonctionnelle où on demande au patient, montrez-moi comment on peut reproduire votre symptôme là devant moi tout de suite. Cette démonstration fonctionnelle nous disait que le patient, du coup, avait mal lorsqu'il était en appui avec la main sur la table, les doigts dans l'axe de l'avant-bras. Donc, vous avez compris que ça donnait quelque chose comme ça, avec une douleur à 3 sur 10. Et vous voyez comme il est extrêmement chargeable, c'est ça qui est intéressant ici. C'est que vous voyez que la catégorie d'hypothèse chargeabilité de mon patient intervient directement dans la façon dont je viens faire mon examen physique. Et là, François, il a fait rapidement les mouvements actifs, mais
Il se doutait bien qu'en faisant ça, ça et ça, il n'y aurait pas grand-chose. Du coup, il allait dans des tests qu'on appelle si nécessaire, des tests qui vont augmenter tout de suite la contrainte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une extension du poignet, mais à laquelle il a demandé, enfin, il a rajouté une surpression. Et là, le symptôme 1 a été reproduit avec une EVA à 2/10. Il a fait une flexion avec surpression, il ne s'est rien passé. Et pareil pour les inclinaisons ulnaires et radiales. Du coup, on va pouvoir avancer. Vous voyez que là, tout de suite, la catégorie d'hypothèse chargeabilité a fait dire à François qu'il devait tout de suite aller vers des examens très stressants, mécaniquement, pour les structures qu'il cherchait à examiner, pour reproduire les symptômes. Et là, vous voyez que tout de suite, la notion de quantification des symptômes, la notion de marqueur que François choisit, c'est de dire qu'il fait une surpression, et surtout, il note tout de suite le VA. Il note tout de suite la quantité de douleur lorsqu'il fait cette surpression. Alors l'objectivisation, ou en tout cas rendre le symptôme le plus objectif possible, ça serait pouvoir en plus quantifier la quantité de surpression qu'on met. On n'en est pas là, mais si on pouvait aller vers ça, ça serait idéal. Ensuite, il fait un examen, il ne choisit de ne pas faire du tout, c'est bien ce qu'il me semble, François, que tu n'as pas fait du tout d'examen neurodynamique ni neurologique, parce que pour François, il n'y avait aucun. Vous voyez, encore une fois, là, le phénotype douloureux a complètement influencé les a priori de François dans son examen physique, puisqu'il n'a même pas fait d'examen neurodynamique, neurologique, alors que, à part avec Amina Schmidt, je crois que c'est le thérapeute le plus compétent dans le domaine que je connaisse. Donc, vous voyez que si lui, il ne l'a pas fait, c'est qu'il avait un fort a priori qu'il n'y avait pas de raison de le faire, grâce à la catégorie d'hypothèse, physiopathologie de la douleur, grâce à la catégorie d'hypothèse, excusez-moi, phénotype douloureux. Et là, il était, à mon avis, sur l'hypothèse que le patient était 100% nociceptif, ou en tout cas, peut-être à 90% nociceptif, parce qu'il y a toujours de la nociplastie d'un point de vue neurophysiologie de la douleur, on y reviendra. François, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sous le prisme des catégories d'hypothèses qu'on vous a détaillées, j'avais aucun indice et aucun a priori en faveur d'un problème neuropathique. Et donc, je me suis focalisé, en tout cas pour cette première séance, on a la chance d'avoir plusieurs séances en kinésithérapie. En tout cas, pour cette première séance et ma planification de l'examen clinique s'est orientée vers les parties articulaires du poignet avec une chargeabilité dans l'idée de reproduire le symptôme du patient et d'essayer de le faire varier, comme vous a dit Romain. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sans passer par ces a priori-là, j'aurais pu tester beaucoup de choses, y compris la force musculaire, y compris l'examen neuro, y compris l'extensibilité des muscles, etc., etc. Mais étant donné qu'on est passé par un a priori qui a été renforcé d'un point de vue nociceptif, mécanique et de chargeabilité, tout de suite l'examen clinique a été orienté vers ce raisonnement-là et nos techniques et nos tests en ont découlé ainsi. Et donc j'ai fait des mouvements accessoires sur le scaphoïde lunatome. Et vous remarquez ici en bas à droite que le mouvement postéro-antérieur du scaphoïde lunatome reprovoque le symptôme à hauteur de 2/10. Alors Romain, si on peut avancer, il n'y a plus beaucoup de temps. Vas-y, avance. Ensuite, on va aller vers des tests diagnostiques. Et là, je suis encore une fois désolé. J'aurais aimé vous parler de cette petite figure qu'on a fait avec François, qui montre un raisonnement bayésien avec variation de la quantité d'a priori sur du ligament croisé. On va pas avoir le temps, mais c'est un mécanisme par exclusion, comme le recommande Chad Cook notamment, pour faire varier l'a priori de l'hypothèse principale, pour ensuite, là, à ce moment-là, venir appliquer un test avec une métrologie, un test orthopédique, notamment le Lachman. Du coup, on va pouvoir aller directement vers l'examen de la variation symptomatique. Et là, qu'est-ce que nous dit l'examen de la variation symptomatique? Eh c'est que les symptômes, lorsque, encore une fois, merci Joseph pour ces images, pour ces de variation symptomatique, que les symptômes augmentent avec la mise en charge. Ils augmentent avec une mobilisation antéro-postérieure au niveau du scaphoïde. Alors moi, personnellement, je déteste dire que j'ai fait un mouvement antéro-postérieur du scaphoïde, parce que là, déjà, je fais une induction et c'est peut-être pas la vérité. Je sais que j'ai poussé
d'avant en arrière, d'antéro-postérieur, au niveau du scaphoïde. Voilà, mais Alors ça, là, en tout cas, excusez-moi, juste petit truc, Romain, donc c'est un mouvement postéro-antérieur, il y a juste une modification. C'est postéro-antérieur au niveau du scaphe, dans le sens où c'était plutôt dans la partie radiale du poignet, mais c'est bien postéro-antérieur qui augmentait le symptôme. ouais, désolé, ouais, je me suis trompé. Donc voilà, donc en poussant dans une certaine direction au niveau du scaphoïde, on a à nouveau un soulagement du symptôme, et puis, excusez-moi, pardon, une augmentation du symptôme, et puis l'extension avec charge était aussi augmentait également le symptôme. Donc on avait la mise en charge qui augmentait le symptôme, on avait un mouvement postéro-antérieur au niveau, euh, du, au niveau du scaphoïde, et l'extension en charge qui augmentait aussi le symptôme. Ensuite, la décharge diminuait énormément le symptôme, et l'extension seule ne provoquait pas le symptôme. Donc je l'ai mis ici parce que ça permet, là vous voyez que cet examen de la variation symptomatique permet d'induire des hypothèses déjà de traitement et des hypothèses physiopathologiques également. On va pouvoir avancer et aller vers la notion de mur de Briggs, le moment où on va faire de la métacognition. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, et puis je vais essayer de résumer un peu les choses. Qu'est-ce qu'on avait au niveau des probabilités des hypothèses étiologiques? Alors on va aller zoomer sur la gauche du mur de briques, et sur la gauche du mur de briques, on est dans la théorie. Et d'un côté, on a la théorie des hypothèses physiopathologiques avec les notions de diagnostic, c'est pour ça qu'on remet le nomogramme de Fagan, qui est un raisonnement bayésien. Et puis à droite, on a les théories en lien avec la clinique. Et là, ça va nous amener vers les notions de quantification du stress mécanique, qu'on va pas trop pouvoir détailler, mais on va passer rapidement voilà, dessus. Alors, tu peux avancer, François, ça va nous emmener vers quelles hypothèses, là, moi, je pouvais induire. Eh bien, peut-être je pouvais induire des notions théoriques d'hypothèses biomécaniques, avec des notions de mauvaise position du scaphoïde lunatum, en disant que peut-être le scaphoïde lunatum est antériorisé. Moi, j'ai pas un a priori énorme pour les hypothèses biomécaniques. C'est pas trop mon truc. Surtout que les neurosciences modernes nous montrent qu'il y a peu de lien entre les symptômes douloureux d'un patient et les notions biomécaniques, mais quand même, on peut avoir un a priori là-dessus, mais il faut absolument y mettre un niveau de crédence éclairé par la littérature, et parce que une fois que j'induis cette hypothèse-là, mettons que je sois un fan de raisonnement biomécanique et que j'estime que ce scaphoïde lunatum est réellement antériorisé, eh bien, derrière, si je crois à 100% en cette hypothèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que si je traite cette hypothèse, si je traite l'antériorisation du lunatum, je traite le patient. D'accord? Et ça, c'est le piège dramatique, je trouve, dans lequel on peut avoir tendance à tomber quand on est focalisé sur la gauche du mur de briques avec des hypothèses, finalement, qui ont des crédences qui sont jamais très hautes dans notre métier de clinicien. Et on se met à vouloir, je ne sais pas, par exemple, repositionner ce scaphoïde. Et peut-être sans s'occuper, parce qu'on est sûr de notre crédence, de la variation des symptômes. Et il est peut-être là le danger, il est quand on commence à traiter des hypothèses en disant, bah tiens, je vous truste à tel endroit, et en vous disant, rentrez chez vous, si ça va pas mieux tout de suite, ça ira mieux dans 3 jours, et puis globalement, il faut attendre que le système engrange tout ça, vous ne pouvez pas faire de test-retest parce que vous voyez le patient une seule fois, une seule séance. Et puis, du coup, vous laissez partir le patient sans possibilité de revenir sur votre raisonnement. Il est peut-être là le problème. On pouvait induire des hypothèses aussi physiopathologiques du style, est-ce qu'il y a des structures mal adaptées au stress mécanique? Est-ce que ça, c'est envisageable? Moi, je me dis que oui, potentiellement, peut-être avec des notions de mécanotransduction, des notions de ça, on va voir vers quoi ça peut nous mener. Et puis, est-ce qu'il y a des notions de neurophysiologie de la douleur, comme de la kinésiophobie, ou des notions de surinterprétation par le système nerveux central, qu'on appellerait des notions, je vous renvoie à Gibson 2005, qui nous parle de notions de processing, lui, comme pattern douloureux. Enfin, vous voyez que là, j'ai des hypothèses théoriques qui vont venir influencer le traitement que je vais faire, on le voit bien, mais
il faut que je leur accorde des crédences. Parce que si je n'ai pas un raisonnement probabiliste, je ne sais pas à quel point elles vont influencer mon traitement. On va avancer, on va passer à la droite de ce petit cahier, de ce petit livre qui nous parle finalement des notions théoriques en lien avec les symptômes. Et là, on voit que les symptômes, c'est des symptômes mécaniques. Donc, si c'est des symptômes mécaniques, eh bien, on peut se poser la question tout simplement de la notion de quantification du stress mécanique. Et là, je vous renvoie à des images qu'a fait Vincent Hamel, un collègue qui fait de très belles images vectorielles, notamment sur la quantification du stress mécanique et la neurophysiologie de la douleur. On va descendre tout de suite à la prochaine image, parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer celle-ci. Et vous inquiétez pas, on va réfléchir avec François pour que la prochaine fois, on puisse vous redétailler les choses. On vous laissera regarder peut-être le replay et peut-être qu'on pourra faire un deuxième webinaire plus orienté sur les questions qui vous restent en tête. Tu peux avancer, François, parce que ça va zoomer dans l'image là. L'idée, c'est de dire que l'adaptation au stress mécanique est une théorie solide qui va nous permettre de guider notre pratique. Non, reviens en arrière. Ouais. Qui est une théorie qui va guider notre pratique, c'est de dire que les structures s'adaptent au stress dans la mesure où le stress ne dépasse pas la quantité d'adaptation et qu'il y a un seuil ici représenté en, moi je suis daltonien, mais il me semble que c'est du bleu turquoise, et un seuil limite en dessous duquel les structures ne s'adaptent pas. Si vous restez dans votre canapé, vous ne vous adaptez pas à rien du tout. Et puis, une ligne en rouge vers laquelle, si on la dépasse, là, on va dépasser les capacités d'adaptation des structures, merci François, et on va avoir ce qu'on appelle une lésion. Je vous renvoie à la notion de la clinique du coureur et Blaise Dubois qui a énormément popularisé ces notions de quantification du stress mécanique et qui l'explique très très bien dans la course à pied. Mais c'est appuyé par des concepts théoriques de mécanotransduction. Si vous voulez les articles, j'en ai plein. Et vous m'envoyez, enfin on pourra passer par Abilis Développement, vous m'envoyez un mail. Et là, le patient, il est dans le contexte qu'on peut voir. Il a eu un traumatisme, une fracture, donc la quantité de stress a été énorme, elle a dépassé de loin les capacités d'adaptation. Et qu'est-ce qui se passe quand je dépasse les capacités d'adaptation? J'ai une lésion, là la lésion était très forte puisque c'est une fracture, et là tout de suite les structures vont se désadapter instantanément parce qu'une structure lésée ne peut plus supporter le stress. Et donc on voit qu'il y a une chute drastique des capacités d'adaptation de la structure qui est ensuite suivie d'une nécessité d'un repos total puisque de toute façon la structure ne supporte plus aucun stress. C'est pour ça d'ailleurs qu'on immobilise le patient. Tu peux du coup passer aux autres schémas. Et là, le patient, en fait, il s'est trouvé dans cette situation-là, puisque il a eu un énorme stress, comme on peut le voir, qui a dépassé, qui a créé une fracture. Et puis ensuite, il a arrêté totalement de mettre des contraintes, il s'est immobilisé. On peut voir que la capacité d'adaptation de cette structure, notamment celle du poignet, eh bien, elle est réduite au minimum et qu'il a du mal à supporter le moindre stress. On va passer à la suite. Et puis, il n'a pas fait de rééducation, donc il n'a pas pu vraiment se réadapter de manière progressive au stress. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il a repris la gym. La gym, qui est pour un poignet, c'est une quantité de stress assez phénoménale entre les ATR, le cheval d'arçon, etc., etc. Et du coup, il a repris la gym, mais cette fois-ci en mettant des stress trop importants pour cette structure-là. C'est des modélisations dont on vous parle, mais en tout cas, c'est un cadre théorique qui peut guider notre pratique. Les stress étaient trop importants pour la structure, et qu'est-ce qui se passe si je stresse trop ma structure et qu'elle n'a pas le temps de s'adapter? Eh bien, on va avoir soit des lésions tissulaires supplémentaires, soit tout simplement de la nociception. Et puis, on va pouvoir passer au dernier schéma. Nous, ce qui va guider notre pratique, ça va être de se retrouver dans la situation qui est présentée ici, où finalement, on va essayer de mettre la contrainte progressivement adaptée sur les structures qui semblent mal adaptées. Donc, est-ce qu'on ne peut pas induire, comme on a dit tout à l'heure, que peut-être ça tourne autour du scaphoïde, du lunatum, en tout cas de la région du carpe? Est-ce que ça serait pas mal adapté, etc. Est-ce qu'on ne pourra pas faire quelque chose là-dessus, notamment en mobilisant peut-être dans la douleur, mais pas trop pour faire une quantification du stress comme on ferait avec une tendinopathie? Voilà, déjà on commence à avoir la théorie de la clinique commence à guider notre pratique. Et l'idée, ça va être de réadapter les structures progressivement, mais en se trouvant dans une zone de stress adaptée. Et qu'est-ce qui va guider la quantité de stress qu'on va mettre? Les symptômes du patient, la douleur du patient. Et on va pouvoir avancer
vers la droite du mur. On va passer très vite. Donc là, la droite du mur, les signes cliniques, cette fois-ci, c'est la notion de variation symptomatique qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc on peut avancer et on va aller directement vers la notion de traitement, qui va être une pondération entre les hypothèses théoriques totales, nos hypothèses induites de physiopathologie, et des notions de prise de décision qui dépendent du phénotype du patient. Alors, François, là, cette fois-ci, tu vas pouvoir cliquer sur l'algorithme. On vous présente en haut, est-ce que tu pourrais cliquer sur l'article en haut de tout signant la flamme? Donc, il y a cet article, qui est un article, encore une fois, basé sur des notions, je vous le montre parce que j'aimerais que vous alliez le voir, qui est un article basé sur des TBC, donc des notions de Treatment-Based Classification, où on va phénotyper le patient et le traiter en fonction de ses phénotypes douloureux. Allez le voir, il est sur la lombalgie, il est très intéressant, mais pour vous montrer qu'il y a beaucoup, à l'heure actuelle, de courants qui vont dans le sens d'une prise en charge à partir des symptômes, et on s'éloigne de plus en plus des inductions parce qu'on se rend compte qu'elles sont incertaines, des inductions physiopathologiques. Et tu peux cliquer juste à côté du coup de l'article, juste en haut, pour revenir sur la notion d'algorithme. Il faut savoir que, sachez que, historiquement parlant, on est des professions de santé qui découlons de la prise en charge et du raisonnement médical, et que du coup, c'est pour ça, au départ, je pense, moi, c'est mon hypothèse, hein, ce n'est que mon hypothèse, qu'on a traité des hypothèses physiopathologiques, parce on fait comme, enfin, je pense qu'on a essayé de faire comme les médecins, essayer de traiter une hypothèse et d'essayer d'induire des hypothèses. Euh, et c'est peut-être pour ça que du coup, on a beaucoup pensé, voilà, on a beaucoup pensé comme des médecins, mais je pense qu'on est obligé de penser un peu comme des médecins et de pondérer ça par nos variations symptomatiques et nos outils de traitement. Voilà. Qu'est-ce que nous dit est-ce que tu peux zoomer à gauche de l'algorithme tranquillement, François, pour qu'on puisse expliquer un peu. C'est une proposition, cet algorithme, hein, d'accord. Déjà, la droite du mur, j'ai fait des erreurs. Je vous le dis, j'ai confondu les notions d'interprétation, de pondération bayésienne des afférences nociceptives avec les notions de nociplastie. Donc, il faut que je refasse la droite de l'algorithme, mais on va discuter un petit peu de la gauche, parce qu'on est dans une douleur mécanique nociceptive. Vous êtes d'accord avec moi? Juste avec la roulette, François, si tu peux. On est super. On est dans des notions euh, on est dans une notion de phénotype de douleur mécanique. Vous voyez que la prise de décision, le but de cet algorithme, c'est de prendre une décision d'une contrainte qui va traiter mon patient. Une contrainte qui peut être aussi bien mécanique, une contrainte qui peut être cognitive sur les neurones, comme une thérapie cognitivo-comportementale, une éducation à la douleur, une contrainte qui peut être appliquée en hands-on, en hands-off. On va essayer de prendre la décision à partir d'un algorithme qui est basé sur les phénotypes des patients. Alors déjà, on va poser la question, où est-ce qu'on va appliquer notre contrainte de traitement? Eh bien, vous voyez que là, comme on est dans une contrainte mécanique, on est parti à la gauche de cet algorithme, mais où est-ce qu'on va appliquer cette contrainte? Eh bien, ça va dépendre du type douloureux. Puisqu'il est nociceptif, eh bien, on va l'appliquer au niveau de là où on reproduit le symptôme. D'accord? Parce que si le patient avait été complètement nociplastique et processing, eh ben, on n'aurait pas cherché à appliquer sur une notion de spécifique. On aurait cherché à mettre de la contrainte générale et puis traiter la cognition du patient. Et puis, la catégorie d'hypothèses, que je ne sais pas si vous les reconnaissez là, mais la catégorie d'hypothèses, exactement, merci François, source des symptômes, on avait dit que c'était le poignet. Et puis, on avait dit aussi que c'était le poignet en intra-articulaire, peut-être, puisque la compression augmentait la douleur, alors que la décharge soulageait la douleur. Donc déjà, on sait qu'on va appliquer une contrainte plutôt mécanique sur le poignet. On avance à petits pas. OK. Ensuite, la modalité d'application. Est-ce qu'on va choisir une modalité d'application plutôt active? Vous voyez que c'est un continuum. Modalité d'application activo-passive, comme des concepts Mulligan qui vont proposer des mobilization with movement, ou est-ce qu'on va aller vers une notion complètement passive avec peut-être potentiellement des trusts ou des mobilisations purement accessoires du carp, etc. Et bien ça, qu'est-ce qui va nous permettre de prendre cette décision? On va revenir à nouveau sur le contexte, le phénotype de la douleur. Si notre patient est
extrêmement nociceptif, ça veut dire qu'il y a un problème mécanique. Ça veut dire que les notions de mécanotransduction, on n'a pas le temps de détailler, nous disent que ce qui va compter, ça va être la quantité de contraintes, mais également la qualité de contraintes. Parce qu'un tissu biologique se développe, la mécanotransduction se développe en fonction d'une quantité de contraintes, ça c'est la quantification du stress mécanique, mais aussi en fonction d'une qualité de contrainte. Et que donc, si je suis sur un patient très nociceptif, j'ai tout intérêt à me dire qu'il va falloir une contrainte très spécifique, dans un sens. Et il se trouve que là, ça va nous amener vers le débat hands-on, hands-off, dont j'adorerais discuter, mais il se trouve que les mains, quand même, bah, pour mettre de la contrainte très 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 spécifique dans un sens très 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 précis, eh ben, c'est un peu mieux que les mouvements actifs seuls en hands-off. Alors peut-être qu'on peut aussi proposer une contrainte activo-passive avec des notions de mulligan, on pourrait peut-être venir mettre les doigts et en même temps mobiliser en charge, je ne sais pas. Tout ça, on va voir que ça fonctionne parce que l'algorithme, c'est ce qu'il nous propose. Ensuite, encore une fois, vous devez prendre votre décision de comment vous allez mettre votre contrainte en termes d'actif ou passif en fonction des facteurs psychosociaux de votre patient. Si votre patient est complètement déprimé, si votre patient a énormément de contexte psychosocial, n'allez pas lui faire des thérapies hands-on qui, on sait, le rendent dépendant. Vous devez avoir un a priori envers les contraintes, les thérapies actives. On le sait maintenant, la littérature est suffisamment riche pour nous dire qu'il faut aller vers des contraintes où le patient va être seul pour augmenter sa self-efficacy, sa résilience, pour qu'il puisse comprendre qu'il a en main les solutions à son problème. Seulement, et c'est là où j'aime bien débattre de ça, en actif, je ne peux pas mettre toutes les qualités de contraintes que je veux. Donc des fois, quand le patient nécessite une contrainte très spécifique mécanique, il faudra quand même mettre les mains, en tout cas au début. Mais après, il faut le laisser aller vers une auto-prise en charge. Vous devez avoir un a priori fort parce que la littérature, normalement, vous convainc de ça. La position d'application, ça va dépendre de la démo fonctionnelle. Donc là, la démo fonctionnelle, c'était en charge sur le poignet. Donc pourquoi ça ne dépend donc pourquoi pas traiter dans la position qui lui fait mal, a priori, et lui montrer qu'on est capable peut-être de soulager ses symptômes. Ça va dépendre de la chargeabilité. Si votre patient est très sévère, irritable, par exemple, on va plutôt le traiter dans des positions où il va être pas du tout chargeable et qu'il est sévère, irritable, par exemple. On va plutôt le traiter dans des positions où il va être confortable pour ne pas réveiller son symptôme parce qu'on ne veut pas que le symptôme nous suive toute la séance. Est-ce qu'on va aller dans la douleur ou est-ce qu'on ne va pas aller dans la douleur? Là, j'ai deux phénotypes, deux catégories d'hypothèses qui vont me permettre de décider de ça. C'est les mécanismes physiopathologiques. Où en est le tissu? Est-ce que le tissu est guéri ou est-ce que je suis à un stade où il vient juste de se faire la fracture ou une entorse? Effectivement, s'il vient juste de se faire la fracture ou l'entorse, je ne reproduis pas la douleur. Je ne reproduis pas la douleur parce que je risque de léser le tissu qui est en train de se cicatriser. À l'inverse, si je suis loin de la phase d'inflammation et de remodelage, et que c'est cicatrisé comme là, et qu'en plus, vous voyez que j'ai aussi la catégorie chargeabilité de mon patient, et bien je charge fort mon patient, parce que il va falloir faire de la quantification du stress mécanique. Et qu'est-ce qui va nous guider dans la quantification du stress mécanique? Les symptômes, donc la douleur. J'ai bientôt fini l'algorithme, ne vous inquiétez pas. Ok, François, t'en avais marre. Non, tout va bien. Ah, désolé, C'est François. le bouton. Ah, ok. J'ai cru que tu t'étais dit, il parle beaucoup trop. Merci pour l'article de Toussigny en la flamme. Merci beaucoup. Il nous reste simplement à savoir dans quelle direction maintenant on va appliquer cette contrainte. Et ça, c'est la variation symptomatique qui va nous le dire. On sait qu'on doit être plutôt dans la douleur parce qu'on doit charger les tissus du patient, les réadapter au stress mécanique. Rappelez-vous dans quelle direction François avait produit une douleur. Eh bien, la direction de la contrainte, c'était plutôt en antéro-postérieur ou en postéro-antérieur, excuse-moi. Postéro-antérieur, ouais. En antéro-postérieur. Postéro-antérieur. Postéro-antérieur, excuse-moi. Postéro. J'ai fait une erreur de K1. Je suis désolé. Oui, comme ça, effectivement, oui. C'était un problème d'antériorisation.
Donc maintenant, vous voyez qu'on sait, on sait tout sur la contrainte qu'on va mettre à notre patient. On sait où on va l'appliquer, on sait comment on va l'appliquer, plutôt actif ou activo-passif, avec des concepts Mulligan si on veut s'appuyer dessus. On sait dans quelle position on va l'appliquer, plutôt en charge, mais en respectant un niveau de douleur équivalent à 3, 4, 5 sur 10, plutôt on va essayer plutôt de charger, donc aller dans la douleur pour quantifier le stress. La quantité de contraintes, je ne reviendrai pas dessus, mais vous avez un algorithme d'un article de Scientific Reports qui est très intéressant sur les grades de mouvement. Et ensuite, la direction de la contrainte, on sait qu'on va aller dans un mouvement postéro-antérieur. On va pousser donc comme ça sur le poignet. On va pouvoir dézoomer. Et c'est fini. Ne vous inquiétez pas. Là, normalement, tu peux cliquer sur la flèche. OK. Donc, vous voyez que ressort de cet algorithme basé sur un phénotype, sur une classification, ressort une contrainte. Une contrainte, est-ce qu'on peut encore un tout petit peu dézoomer, qui va être modulée par la métacognition qu'on a pu avoir dans notre mur de briques, et notamment par la métacognition sur la crédence de nos hypothèses. D'accord ? Et la crédence de nos hypothèses, rappelez-vous, on y a réfléchi tout à l'heure, mais j'ai pas envie de vous donner ma crédence à moi, François n'a pas envie de vous donner la sienne. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se dire qu'il faut en avoir une. Et la crédence de nos hypothèses, rappelez-vous, c'était des notions. On était dans un contexte de quantification du stress mécanique qui doit guider notre pratique. Et on est dans un contexte de, peut-être, a priori, de réadaptation des tissus. Peut-être, certains, moi j'accepte qu'on dise qu'il y a aussi peut-être une malposition. C'est envisageable. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on va devoir quantifier le stress, c'est-à-dire charger de plus en plus le patient, aller de plus en plus vers l'extension avec de la surpression, et que le mouvement qui nous permet de guider, de reproduire le symptôme de manière très spécifique et de guider ce stress, ça va être un mouvement dans ce sens-là. Donc, eh bien, on va tout simplement essayer, pourquoi pas, ressort de l'algorithme là, un mouvement qu'on va pratiquer dans ce sens-là, potentiellement en position de charge partielle, puis de plus en plus en charge, puis de plus en plus en position d'extension, de séance en séance. Et qu'est-ce qui va guider tous ces de plus en plus dont je viens de parler? Et là, on va aller vers le test-retest. C'est le test-retest, la mécanique de réévaluation. Et merci beaucoup. Alors, la crédence, ce n'est pas la probabilité a priori. La crédence, c'est la probabilité que mon hypothèse soit vraie, sachant les données, les symptômes auxquels je fais face. La crédence, c'est la probabilité de mon hypothèse. L'a priori, c'est la probabilité a priori de mon hypothèse, mais avant même que j'ai des données sur mon patient. Avant même que j'ai des données sur mon hypothèse. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. On va zoomer sur. Tu peux appuyer juste sur la flèche, excuse-moi. Ouais, pardon. Alors, on vous parlera de ça la prochaine fois, parce que ça, c'est une notion peut-être un peu complexe qui nous permet d'augmenter à nouveau la crédence de nos hypothèses en mettant en lien les tests spécifiques, comme on a pu voir tout à l'heure, et les tests généraux. Tu peux appuyer à nouveau sur la flèche. On ne va pas pouvoir développer cette notion, mais l'idée, elle est là. On le développera plus tard, Romain, ça. Ouais. Exactement. Mais l'idée. Ouais, et là, de toute façon, j'ai terminé. Je finis là-dessus. Et après, si tu pouvais faire un petit résumé, peut-être, parce que moi, je sais que j'ai tendance à me perdre. Donc, ce qu'on sait, c'est que. On va résumer, puis peut-être qu'il y aura des questions. On a des tests, des marqueurs. Ouais, je finis là-dessus. Des marqueurs très spécifiques que François avait notés avec des mouvements postéro-antérieur du scaphoïde lunatum, ou en tout cas au niveau du scaphoïde lunatum qui reproduisait de la douleur, des extensions en charge et des extensions sur pression. Il les a notés, il les a objectivés. Et bien, au fur et à mesure de son traitement, il va voir si ces marqueurs progressent. Et déjà, c'est un test-retest qui va le guider dans son traitement. Mais il va falloir mettre ça en relation avec les marqueurs généraux de la quantité de handicap de nos patients qu'on va mesurer par notamment ce qu'on appelle des GSL spécifiques du patient qui quantifient la limitation d'activité
de manière subjective cette fois-ci. Mais si on voit que les marqueurs spécifiques progressent en même temps que les marqueurs généraux, à ce moment-là, ça augmente la probabilité que ces marqueurs spécifiques et les hypothèses qu'on a émises dessus, comme une antériorisation du talus, une antériorisation du scaphoïde, soient vraies. Je ne vais pas trop détailler, mais je vous laisse avec ça parce que je trouve ça intéressant et tu peux à nouveau appuyer sur la flèche, François, et ça va nous ramener vers une vision globale du raisonnement. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce dont on voulait vous parler. Donc vous avez déjà constaté, la première chose que vous avez constaté, c'est que Romain ne souffre absolument pas de logorée verbale. Vous avez pu vous en rendre compte. Euh, Autre chose, c'est ce qu'on voulait vous montrer avec cette webconférence, c'est la manière d'approcher le raisonnement clinique, non pas d'une façon descriptive, mais plutôt dans un sens de compréhension et concrète. Alors, pour terminer sur mon patient que j'ai eu, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous avez vu l'algorithme, je l'ai mobilisé donc avec une technique passive en poussée postéro-antérieure globalement sur le lunatum scaphoïde, en tout cas là où ça provoquait ces symptômes. Et dès la deuxième séance, je l'ai mis en charge comme s'il était sur un cheval d'arçon puisque c'était sa plainte principale. Et à la troisième séance, je l'ai mobilisé en ATR, donc en appui tendu renversé. Il avait les deux pieds contre le mur et la tête en bas. Et ça reproduisait dans cette situation la fonction qu'il avait perdue, c'est-à-dire de faire son activité gymnique de manière correcte. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous montrer, c'est que par l'anamnèse et l'élaboration des catégories d'hypothèses, il ne faut pas être frileux d'avoir des a priori. Vous êtes dans un schéma bayésien dont vous a expliqué Romain, et ce schéma bayésien, il faut nommer, il faut pondérer, il faut discuter d'un a priori, et cet a priori, il faut le faire varier. Il faut le faire varier par vos questionnements, il faut le faire varier par vos hypothèses, il faut le faire varier par les observations que vous faites de votre patient. Et puis, euh, et puis tout ça, on va le transcrire au travers du mur de briques et donc faire le lien entre ce que nous donne la science à consommer et la clinique que vous pouvez observer avec notamment la variation symptomatique qui est une variable extrêmement importante. Quand vous pouvez faire varier le symptôme, posez-vous la question et je vous renvoie à l'algorithme de savoir si vous pouvez la faire varier de manière active, passive, avec de la douleur, sans douleur, à quel endroit, dans quelle direction. Et dans ce cas-là, avec les a priori que vous avez, vous vous permettez d'avoir donc un diagnostic de traitement qui est évidemment patient-centré, dépendant du patient, qui s'inscrit évidemment dans une démarche BP. Et c'est ce dont on voulait parler aujourd'hui. Bon, je pense, Romain, qu'on a fait le tour. Tout à fait. Je vais départager mon écran pour revenir à quelque chose de plus concret et peut-être qu'il y a des questions sur sur la conférence qu'on vient de vous faire. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, moi, j'ai pas vu le chat pendant le partage d'écran. Est-ce que tu as vu des questions, Romain, Il qui y avait pas, passaient? je sais pas, enfin peut-être que j'en ai, mais il me semble pas qu'il y avait trop de questions. Ok. N'hésitez pas, peut-être on a 2 secondes pour y répondre. Peut-être aussi qu'on les a épuisés, François. Que tu les as épuisés, tu veux dire? Non, je pense que tu es responsable de ça.